Bonjour, bienvenue dans Archi-Urbain, l'émission qui vous parle d'architecture et d'urbanisme. La semaine dernière, nous avons fait la découverte du projet La Montagne en compagnie du maître d'ouvrage Amandine Tiberghien. Et aujourd'hui, je vous propose de retourner dans le projet La Montagne, mais avec le point de vue de l'architecte. Et on va y retrouver Raphaël Bourgeois, qui est chargé de projet au sein de GS3 Architecture. Là, actuellement, je me trouve dans un appartement d'un habitat groupé. Il y a 9 unités. Donc, on est en train d'essayer de rénover cet immeuble appartement. Il y a deux bâtiments. Il y a un bâtiment qui se trouve en partie arrière avec un intérieur d'îlot et un grand immeuble à l'avant avec je pense 6 unités. Il y avait des ateliers dans la partie arrière. La demande du maître d'ouvrage, c'est de recomposer les immeubles existants en différentes unités d'appartements. La mission ici, c'était principalement de pouvoir réutiliser des matériaux, d'essayer de conserver un maximum de ce qui était existant. C'est assez compliqué d'amener ce genre de matériaux. C'est toujours au niveau des entreprises que c'est le plus compliqué, parce qu'ils ont des habitudes avec certains matériaux. Donc on essaye de faire de notre mieux pour leur proposer des matériaux avec lesquels ils n'ont pas l'habitude de travailler. Enfin, en tout cas, sur tous les projets que je suis pour le moment, j'essaie d'amener ce genre de matériaux. Mais voilà, c'est des matériaux où on n'a pas encore beaucoup de recul sur la façon dont ils vont vieillir. Et donc, c'est assez compliqué de les convaincre. Avec Renolab, on a surtout, donc, comme je disais, un cahier de charge, donc c'est beaucoup par écrit. Là, il y a un outil qui nous a été demandé qu'on a dû mettre en place. C'est un inventaire des matériaux du bâtiment qui est assez compliqué. Il y a énormément de données qui doivent être collectées. Ça part du nombre de mètres carrés de panneaux de plancher qu'on a démontés et qu'on aimerait réutiliser, mais ça va aussi sur le l'INR, le nombre de mètres cubes, et donc c'est assez poussé, très fastidieux. Pour l'instant, c'est le client qui se charge de réécrire toutes ces données dans les tableaux. Mais oui, ce document est très exigeant et ça, c'est assez lourd quand même. Pour poursuivre cette émission, je vous propose de rester au sein du bureau d'architecture GS3, mais avec son patron, Vincent Dehon, pour dresser un portrait engagé. Je m'appelle Vincent Dehon, je suis architecte depuis à peu près 30 ans. J'ai créé en 2005 le bureau d'architecte GS3 Architecte. Ça m'a permis de toucher à toutes les facettes du métier et c'est comme ça que petit à petit j'ai constitué la vision et l'ambition que j'avais envie de porter dans mon bureau, qui est un peu mon bébé. Sur le site internet du bureau, ça fait au moins 10 ans que figure cette phrase: une architecture durable est une architecture dans laquelle on a envie de vivre longtemps. C'est en définitive la définition du mot durabilité. Ça veut dire que la durabilité, elle touche à différents aspects. Elle touche à l'aspect technique, à l'aspect environnemental évidemment, mais il faut aussi être bien dans l'immeuble et envie d'y rester. Il faut que le bâtiment fasse son job, c'est-à-dire qu'il a une fonction, il y a des techniques. Un bâtiment, c'est de plus en plus une machine, il doit répondre à des défis environnementaux. Il faut aussi que le bâtiment soit évolutif, puisqu'il faut qu'il puisse accompagner les occupants sur une longue période. Et puis aussi, il faut que le bâtiment ou l'architecture emporte sa part d'âme, sa part d'art, parce qu'un bâtiment doit exister au-delà de ses murs. On a eu une petite mutation en début d'année. L'équipe a évolué et aujourd'hui, GS3 n'est plus seulement un bureau d'architectes, mais également un bureau pluridisciplinaire. Des partenaires associés ont rejoint l'équipe de GS3 qui ont des métiers différents, des bureaux d'études parallèles, complémentaires, que ce soit les études en stabilité, en technique spéciale du bâtiment, et également un spécialiste en énergie et en environnement. Cette complémentarité nous permet d'approcher les projets de manière holistique. Le but de l'opération, c'est d'offrir un service agile à nos clients, de leur donner accès à des technologies auxquelles ils n'auraient pas accès à cette échelle de projet. Et donc, pour finir, ça les rassure, ça leur amène de la sérénité dans le projet, parce qu'ils peuvent avoir accès aux ressources personnelles, équipements à la pointe pour faire des projets vraiment les plus innovants possibles,
sans devoir se ruiner et souscrire des contrats avec 42 bureaux d'études qu'ils vont avoir difficile à maîtriser et qui surtout vont avoir difficile à s'entendre. Pour terminer cette émission, je vous propose 2 tutoriels. Le premier vous explique c'est quoi le Regenerative Design en compagnie de Sébastien Moreno-Vaca, qui est architecte et fondateur du bureau A2M. Et ensuite, on retrouvera Steven Beckers, qui est expert en économie spiralée chez Beaupro. Et lui vous explique à quoi ça sert d'avoir des toitures végétalisées. Pour commencer, il faut savoir que nous sommes dans un monde fini. On vient de connaître toute une série de pénuries absolument inouïes. Donc juste avant le Covid, il y avait plus de bois en Europe. Ensuite, en plein pendant le Covid, 2021-2022, on a connu une réduction énorme de ce qui était disponible comme acier, aluminium, cuivre. À part ça, le cycle de l'eau, en fait, qu'on connaît sur Terre, qu'on a tous appris à l'école, est globalement interrompu. Il n'existe quasi plus. Et pareil pour la biodiversité. On parle aussi des fameuses 9 limites planétaires, dont 6 sont déjà dépassées. Et alors, pour terminer dans ce portrait ou cet état, on assiste maintenant à une espèce de compression en fait, des énergies de manière absolument aussi colossale. Et donc, face à tous ces enjeux, nous, donc A2M, bureau d'architectes, on a décidé il y a quelques années d'aller au-delà de ce qu'il était possible de faire comme bâtiment efficace, etc. Et donc, au lieu de juste limiter notre impact sur l'environnement, on s'est dit, est-ce qu'on peut aller plus loin jusqu'à le régénérer. Alors, en architecture, le regenerative design, c'est vraiment ça. C'est de dire qu'est-ce qu'il est possible lorsqu'on travaille sur un projet, d'aller au-delà. Et donc, au-delà de limiter son impact et aller jusqu'à le régénérer, c'est-à-dire que le bénéfice du projet, in fine, dépasse même carrément le cadre du projet. Et donc, c'est un bénéfice pour la collectivité, pour l'environnement. Et donc, ça passe par toute une série d'itérations. En fait, des itérations, ce sont des tests qu'on fait pour voir, tiens, qu'est-ce qu'il faudrait pour que le bâtiment soit... s'il n'est pas passif, au moins autonome en énergie, par exemple. Qu'est-ce qu'on peut faire pour reverduriser, ce qu'on appelle augmenter la biodiversité de nouveau, recréer les maillages verts, les maillages bleus. Comment est-ce qu'on peut gérer l'eau, le cycle de l'eau sur site. Et en faisant tout ça, on arrive parfois à des projets où le bilan arrive proche de CO2 neutre. Et on arrive à un bilan final qui est supérieur, qui améliore en fait l'environnement. Donc ça, c'est le regenerative design. Une autre chose aussi qui est important lorsqu'on travaille sur ces différentes itérations, c'est que on teste aussi le projet avec les outils disponibles, notamment sur les scénarios du GIEC, c'est-à-dire en 2050, voire 2080, eh bien, quelles sont les conditions climatiques? Tiens, lorsqu'on fait un projet qu'on a à Bruxelles, qu'est-ce qui se passe si on arrive à 40 degrés, par exemple, et qu'il n'y a presque plus d'eau, etc. Et donc, cet aspect de résilience contribue aussi à aller vers ce qu'on appelle ce regenerative design. Pour terminer, on a plus de 100 milliards de bâtiments sur Terre. Et donc, le nombre de projets qu'on peut faire, nous, seuls, à notre échelle, ou ceux qui sont sensibles à ce genre de projet, ne suffiront pas à pallier à l'état qui est hyper mauvais de l'ensemble de tout ce stock. Et donc, c'est pour ça qu'il est important de ne pas juste essayer de limiter un tout petit peu, de manière pathétique, son impact, mais qu'on est censé aller au-delà, jusqu'à le régénérer. Ces projets coûte pas forcément toujours plus cher qu'un projet standard. Ça dépend un peu comment on met la jauge. En général, on travaille à l'envers. C'est-à-dire que lorsqu'on vient avec une rénovation ou une construction neuve et on reçoit un budget, il y a une série de choix qu'on peut faire. Alors, c'est plus difficile à petite échelle, à l'échelle d'une maison ou d'un appartement. Mais par contre, quand on a des projets d'une certaine taille, 5, 10, 15 mètres carrés, 80 mètres carrés, on a toute une série de leviers. Et donc, c'est des choix qu'on fera. Et donc, par exemple, si on diminue un investissement sur, je sais pas, un revêtement, eh bien, cet argent, on le prend, on le transfère, on le met dans la biodiversité, ou, etc. Il y a d'autres choses aussi qu'on essaie de faire pour améliorer le confort intérieur. On utilise des outils de simulation, des outils qui testent en fait le climat. Et en faisant ça, on conçoit des façades qui sont assez intelligentes et on a besoin de moins de techniques. Cet argent qu'on récupère des techniques qu'on n'installe plus, eh bien, on le remet dans tous ces extras. Donc des matériaux qu'on va chercher qui seront biosourcés, à très faible impact, ou comment est-ce qu'on peut réintégrer le stockage d'eau et la réutilisation de l'eau. Donc en fait, on joue avec toutes ces fameuses, ce qu'on appelait les itérations. C'est vraiment ça, c'est essayer de prendre et anticiper, alors pas seulement le confort, le comportement, mais comment est-ce qu'on peut faire dans un budget donné, qui est capé, qui est plafonné, comment est-ce qu'on peut faire pour là-dedans aller le plus loin possible. Les toitures végétales ont énormément de bénéfices et d'aspects, d'impact positif sur les bâtiments, mais pas seulement sur les bâtiments, aussi
sur ce qu'on appelle l'effet d'îlot de chaleur que peuvent avoir les bâtiments en ville, c'est-à-dire avec les toitures qui s'échauffent et qui augmentent globalement la température du quartier, de l'îlot et de la ville finalement. Quand on la végétalise, cette végétation évidemment absorbe l'eau, elle absorbe le soleil, elle ne reflète pas ce soleil, elle a de l'évapotranspiration, donc c'est vraiment la transpiration, l'humidité qui sort des plantes. Elle a plusieurs autres avantages, c'est qu'elle protège la toiture plate qui est souvent soumise aux intempéries, aux différences de température, aux rayons UV du soleil, etc., qui les font vieillir. Alors il y a un autre impact très très important, c'est la rétention d'eau. Tout le monde a entendu parler des bassins d'orage qu'on est obligé d'ajouter en ville. Ce sont des mini-bassins d'orage qui vont retenir l'eau en toiture suffisamment longtemps pour pouvoir la libérer doucement, soit vers les égouts, soit pour l'infiltrer dans le sol lentement, puisque les eaux d'orage ne peuvent pas rentrer directement. Alors il y a évidemment l'effet visuel, qu'on appelle l'effet biophile, hein. C'est la vision de la nature et c'est le plaisir qu'on a d'être en lien avec la nature. Et quand elles sont bien faites avec suffisamment de substrat, ce qu'on appelle des toitures intensives, opposées à des toitures extensives qui sont en général des mousses, ces toitures en fait peuvent même être un support de biodiversité. Alors il y a encore un aspect intéressant, c'est qu'on peut les mélanger avec des panneaux photovoltaïques qui eux-mêmes vont protéger les plantes contre la sécheresse en été, quand il ne pleut pas, même en Belgique, et permettent d'augmenter l'efficacité des panneaux solaires grâce au rafraîchissement du dessous du panneau solaire. Ce sera tout pour cette émission et ce sera tout également pour cette saison. On se retrouve en septembre sur BX1 pour un nouvel épisode et une 20e saison d'Archurbain. Je vous remercie pour votre fidélité. Bonnes vacances à tous et à toutes. À bientôt. Au revoir.